Bonsoir. Merci de nous permettre de participer à l'Assemblée annuelle haïtienne d'orthopédie et de traumatologie. Je suis David Shear, je travaille à l'UCSF et à l'Institute for Global Orthopedics and Traumatology. Ce sera en fait une courte série de présentations par moi et le Dr. Sam Warshed, mon collègue. Nous aborderons les principes fondamentaux de la méthodologie de recherche. Nous allons nous appuyer sur ce cadre conceptuel. Ce que nous tenterons de faire au cours de cette série d'exposés, c'est de partir d'une idée, qui peut être n'importe quelle idée, une question clinique que vous rencontrez dans votre pratique quotidienne, et de transformer cette idée en une question de recherche ou en une hypothèse testable. Une fois que vous aurez formulé cette hypothèse vérifiable, nous nous efforcerons de vous donner des conseils sur la manière de passer de cette question de recherche à une proposition de recherche complète et détaillée. Ensuite, la dernière étape est de prendre cette proposition et de l'appliquer dans un protocole de recherche, quelque chose de réalisable. Et certains aspects de la recherche clinique, ce premier exposé traite de la transformation d'une idée clinique en question. Je dirais que c'est le plus crucial de ces exposés, car toutes les statistiques et modèles d'études sophistiqués ne compensent pas une mauvaise question de recherche. Je crois que l'on consacre le plus de temps dans une étude de recherche en choisissant correctement la question initiale dès le début. Les objectifs d'apprentissage de cette présentation sont les suivants. Il s'agit d'un processus en 2 étapes distinctes. La première étape consiste à transformer la question clinique en une hypothèse que l'on peut tester. Cela peut être réalisé en utilisant un acronyme simple d'Ackermann, connu sous le nom de méthode PICO. PICO. Ensuite, dans la deuxième étape, après avoir appliqué la méthode PICO, nous discuterons de comment évaluer si une question mérite d'être posée. Sommes-nous prêts à investir les ressources nécessaires? Pour cela, nous allons utiliser un cadre appelé FINAIR. On dit souvent que les idées ne coûtent pas cher. Trouver des questions cliniques est facile. Je suis tout le temps dans la salle d'opération en train de me demander ce qui est le mieux, ceci ou cela. Vous savez, cela survient plusieurs fois dans un cas, mais ce n'est pas toujours faisable. Même si nous pouvons créer une question de recherche pour n'importe lequel de ces dilemmes qui apparaissent dans notre pratique clinique quotidienne. Seuls certains d'entre eux pourront être étudiés dans le cadre d'une recherche. Nous souhaitons qu'avec ces 2 approches, 2 méthodes distinctes, nous serons en mesure de vous aider à déterminer laquelle de ces méthodes nous souhaitons réellement suivre et approfondir. Nous allons commencer par cet exemple que nous utiliserons tout au long de cette série. Cet exemple débute avec un problème clinique fréquent. Les fractures ouvertes du tibia ont un taux d'infection élevé et il y a une incertitude sur l'utilisation de la fixation interne ou externe. À ce stade, c'est juste un problème. Mais comment en faire une hypothèse vérifiable? C'est la question de recherche que nous visons pour les adultes avec fracture ouverte de la diaphyse tibiale. Y a-t-il une différence dans le taux de réopération pour infection profonde? En comparant, pour un recuit intramédulaire à verrouillage statique et une fixation externe uniplanaire, voyez les nombreux détails de ce document. Cette recherche contient des informations essentielles guidant toutes les étapes suivantes de l'élaboration d'une proposition, la définition des critères d'éligibilité et tout ce dont nous parlerons dans les exposés suivants. Comment transformer systématiquement cet énoncé de problème en une question de recherche définie sur... Le PICO est un cadre utile pour cela. PICO signifie population, intervention, comparaison et résultat. C'est un cadre simple mais efficace. C'est un exercice que je fais à chaque fois que je pense à une nouvelle question de recherche. La population est assez explicite. Ce sont les personnes incluses dans l'étude. Idéalement, vous devriez être aussi précis que possible dans votre approche. Quelques exemples de détails qui pourraient être utiles pour cela dans les études sur les traumatismes incluraient des éléments tels que l'âge, la localisation anatomique précise ou peut-être les caractéristiques spécifiques de la blessure. Toutes les blessures ne sont pas créées de la même manière, donc nous pourrions intégrer un élément de gravité de la blessure. Par exemple, savoir s'il s'agit d'une fracture ouverte ou fermée, des détails comme ceci pourraient être des aspects clés de notre population étudiée. Le I et le C sont l'intervention et le comparateur. C'est le traitement que nous voulons évaluer et qui nous intéresse. En général, l'intervention est quelque chose de nouveau ou expérimental comme notre intervention. Dans ce cas, nous allons étudier un clou de cygne verrouillé et ensuite le comparateur est la norme actuelle de soins
qui, selon le contexte, peut être un fixateur externe uniplanaire. Les résultats sont ce que vous utiliserez pour comparer l'intervention avec le comparateur, et vous avez la possibilité de choisir parmi une variété de résultats différents. Nous en discuterons un peu plus en détail lors de la phase d'élaboration de la proposition. Mais vous savez, cela peut inclure des résultats cliniques, des résultats de rayon X, ainsi que des coûts. L'essentiel, lorsqu'il s'agit de formuler votre question, est de concevoir votre étude autour d'un résultat principal. Et c'est sur cela que votre analyse de puissance, ainsi que toutes ces choses, seront principalement basées. Pour revenir à notre question de recherche initiale, nous avons précisé notre population cible. Nous avons décidé que nous n'allions pas nous intéresser aux enfants, mais plutôt aux adultes. Nous avons également choisi de ne pas examiner les fractures fermées, préférant nous concentrer sur les fractures ouvertes. En particulier, nous voulons nous concentrer sur la diaphyse tibiale en évitant les lignes P et les plateaux tibiaux. Ainsi, notre population cible sera constituée d'adultes souffrant de fractures ouvertes de la diaphyse tibiale, classées comme type OTA 42. Pour ce qui est de notre intervention, comme je l'ai mentionné précédemment, elle consistera en un enclouage intramédulaire à verrouillage statique, qui est une technique spécifique que nous avons choisi d'étudier en profondeur dans le cadre de notre recherche. Nous comparerons cela à un fixateur externe uniplanaire, sans examiner les fixateurs à anneaux. Notre résultat sera la réopération, surtout pour une infection profonde, car l'infection nous préoccupait vraiment. Alors, comment pouvons-nous transformer cette ébauche de PICO en une question concrète? Eh bien, peu importe ce que vous avez formulé dans votre PICO, vous pouvez simplement l'intégrer dans cette structure et dire dans la population concernée s'il existe une différence notable dans les résultats en comparant l'intervention avec le comparateur. Voici un exemple. Pour les adultes avec fracture ouverte de la diaphyse tibiale, y a-t-il une différence de réopération entre l'enclouage intramédulaire et la fixation externe? Vous pouvez lire cela et voir comment insérer directement les réponses de votre PICO dans une question de recherche. C'est la première étape. Nous avons donc pris notre question clinique et nous avons maintenant une hypothèse testable affinée dans notre question de recherche plus affinée. L'étape suivante est de penser au modèle d'étude à utiliser pour répondre à cette question. Je ne vais pas entrer dans les détails car le Dr Morshad présentera un exposé sur le contrôle des biais, abordant en profondeur chaque plan d'étude. Je vais donc simplement vous donner un aperçu. Il existe une pyramide de preuves. Au plus haut niveau, nos essais randomisés, et au plus bas, niveau 5, ce ne sont que des opinions d'experts. Et au fur et à mesure que nous descendons, dans la pyramide, il y a de plus en plus de biais qui apparaissent et de moins en moins de qualité dans la recherche. Les ressources nécessaires augmentent également à mesure que l'on monte. Donc, il y a un compromis entre les ressources requises pour mener une étude et sa capacité à répondre à la question sans biais. Quand nous passons à l'étape suivante de réflexion sur la faisabilité de notre essai, il se peut que nous commencions à envisager cela au sommet de la pyramide et que nous devions descendre un peu plus bas dans la pyramide pour rendre notre étude plus réalisable. C'est un équilibre délicat à trouver en passant à l'étape suivante du processus, appelée FINER. C'est un acronyme qui aide à déterminer si notre projet est réalisable. Ce n'est pas forcément un projet que l'on évalue une seule fois pour décider s'il en vaut la peine. Vous pouvez l'examiner une fois avec une idée sur la manière dont votre étude pourrait se dérouler et réaliser que ce n'est pas faisable. Ensuite, on revient en arrière pour reconsidérer et modifier la conception de l'étude, la question de recherche ou les résultats que l'on souhaite examiner. On ajuste le projet pour le rendre plus réalisable, et ainsi il devient une question qui mérite d'être posée. Mais c'est ainsi que ça se passe. Il est donc essentiel de garder cela à l'esprit tout au long du processus, car ce n'est pas une affaire ponctuelle. Il est possible que vous deviez passer par plusieurs itérations de votre projet avant d'être vraiment prêt à avancer vers l'étape suivante. Que signifie FINER? Allons-y. Quel est l'acronyme? Faisable, intéressant, nouveau, éthique et pertinent. Que signifient ces termes? F pour faisable et la faisabilité est souvent la première cause d'échec d'une idée de recherche. Plusieurs éléments influencent la faisabilité et la réalisation d'un projet. L'un des principaux est la taille de l'échantillon. Et si vous essayez de faire tout cela, vous savez par exemple une étude approfondie, en observant attentivement les taux d'infection dans votre centre spécifique et que vous ne voyez pas beaucoup d'infections se produire, alors il sera tout simplement impossible de répondre à cette question avec un essai randomisé. Cependant, parfois, en modifiant votre plan de recherche, peut-être en impliquant plusieurs autres centres, ou bien en changeant votre résultat pour quelque chose qui est un peu plus commun, ou en élargissant la population étudiée à quelque chose de plus répandu, vous pourrez peut-être surmonter ce changement et obtenir des résultats plus significatifs. En fin de compte, il est essentiel de disposer d'un échantillon de taille suffisante pour que l'étude soit réalisable. Le temps est un facteur crucial dans la faisabilité. Avez-vous vraiment le temps nécessaire pour collecter toutes les données ou pour mener à bien l'étude?
Si ce n'est pas le cas, disposez-vous des fonds suffisants pour engager quelqu'un qui pourrait vous aider dans cette tâche. Si la réponse à ces deux questions est négative, il se peut qu'il ne soit pas envisageable de réaliser une étude prospective qui nécessiterait une collecte de données importante. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, juste que vous devrez peut-être ajuster votre approche de l'étude. La faisabilité est cruciale et il est essentiel de bien y réfléchir avant de commencer un projet. C'est explicite et intéressant. Si vous allez investir du temps, parfois ces projets demandent des années et vous devez tout faire pour qu'ils vous intéressent et, espérons-le, intéressent aussi les autres. Finalement, vous ne voulez pas choisir quelque chose qui ne maintiendra pas votre intérêt durant tout le projet. N signifie nouveau, ce qui veut dire, vous savez, est-ce que cette étude a été réalisée auparavant? Et chaque fois que j'ai une idée de recherche, la première chose que je fais est de me rendre sur PubMed pour effectuer une recherche approfondie afin de voir ce qui existe déjà. Et parfois, on découvre que quelqu'un a déjà fait une étude très complète qui répond déjà à votre question. Donc, il n'est pas nécessaire de la refaire. Mais parfois, il y a un vrai besoin où ça n'a pas été fait dans votre contexte. Et ce n'est peut-être pas applicable là où vous êtes. Il y a donc d'autres moyens d'innover, mais c'est un bon point de départ. L'éthique est cruciale. On ne saurait trop le souligner. Toutes les recherches ne sont pas éthiques. Ça dépend de la conception de l'étude. Un exemple classique est l'étude des retards de traitement. Vous pourriez être très intéressé par l'importance du retard, mais il n'est pas éthique de randomiser les patients selon le délai. Un essai randomisé comparant un traitement précoce à tardif est impossible, car personne ne voudrait jouer à pile ou face pour l'opportunité de sa chirurgie. Mais on peut parfois résoudre cela en transformant l'étude en observationnelle, tout en reconnaissant un possible biais. L'éthique sera la priorité et la dernière sera la pertinence. Est-ce que votre projet de recherche pourrait modifier de quelque manière que ce soit la pratique clinique ou influencer d'une certaine façon la politique? C'est l'une des considérations les plus cruciales à prendre en compte. Vous devez absolument vous assurer de cela, car il ne s'agit pas simplement de mener un projet dans le seul but d'obtenir une publication ou quelque chose de similaire. Il est vraiment nécessaire qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, une manière ou une autre pour que cela puisse finalement transformer la manière dont les patients sont pris en charge ou au moins la manière dont les décideurs traitent un problème. Donc je pense que c'est vraiment crucial. Une fois que vous avez suivi ce processus et que vous avez déterminé votre question de recherche, il vous reste à vous demander si cela vaut vraiment la peine d'y répondre. Êtes-vous prêt à y consacrer toutes les ressources nécessaires, en commençant par votre temps et vos efforts personnels? Vous savez, espérons que, après avoir suivi ce processus et itéré un peu plus, la réponse à cette question sera finalement oui. Et vous pourrez ensuite passer aux étapes suivantes dont nous parlerons plus tard, en prenant votre projet et en le développant dans une proposition plus formelle et complète. Ce qu'il est crucial de retenir de cet exposé, c'est que pour développer une question de recherche solide, il faut utiliser la méthode PICO, qui inclut la population, l'intervention, le comparateur et le résultat. Ensuite, une fois que vous avez formulé une hypothèse testable de qualité, vous pouvez recourir à la méthode plus fine. Faisable, intéressante, nouvelle, éthique et pertinente pour évaluer si vous souhaitez poursuivre l'exploration de cette question. Je vous remercie.